Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Ludwig Binswanger. C'est le deuxième cours d'histoire du courant phénoménologique en psychiatrie. Et je vais essayer de vous faire voir ce qu'a apporté Ludwig Binswanger à la psychiatrie, à la philosophie et à ce qu'il avait lui-même appelé la Daseinsanalyse. Alors, la vie de Ludwig Binswanger le prédestinait d'une certaine façon à la psychiatrie. C'est un psychiatre suisse qui est né en 1881. Il est né dans une clinique qui s'appelait la clinique Bellevue, près d'un lac en Suisse, à Kreuzlingen exactement. Et son père était déjà psychiatre dans cette clinique, son oncle était également psychiatre. Euh, il a décrit une forme de démence d'ailleurs. Et cette psychiatre était réputée en Suisse pour être, cette clinique, pardon, était réputée en Suisse pour être la plus performante, la plus moderne. Elle sera la première, sous l'impulsion de Binswanger, à appliquer la psychanalyse dans un milieu hospitalier, dans une clinique en Suisse. Et Binswanger, je crois qu'il faut tout de suite comprendre que c'est à la fois un psychiatre, mais aussi un philosophe et un psychanalyste, qui était ami de Sigmund Freud, avec lequel il va échanger une correspondance très fournie, avec lequel il aura aussi des échanges concernant la psychanalyse, loin de la renier, qui sera pour lui une forme de traitement efficace et qu'il pratiquera, et avec lequel il correspondra également par rapport à son projet, et il fera aussi des remarques intéressantes à Freud quant à la démarche psychanalytique et à quelques fondements philosophiques qu'il entendait lui fournir. Le projet de Ludwig Binswanger, en s'inspirant de la philosophie, c'est de reculer les limites de la compréhension. Dans un cours précédent, j'avais parlé de Karl Jaspers. Binswanger va reprendre le même chemin, qui est un chemin inspiré par la philosophie de Husserl au départ, mais il va l'amener beaucoup plus loin, euh, aux limites de la compréhension. Et c'est pas peu dire, parce que aux limites de la compréhension, il y a certainement la rencontre d'autrui, mais l'idée que l'expérience psychiatrique, parce qu'elle se fonde sur la rencontre d'autrui, doit être fondée philosophiquement et qu'il faut au fond trouver une langue pour la parler, pour la raconter. Et cette langue, qui est une langue philosophique, ce sera la langue de la phénoménologie. Alors vous trouverez cités de temps en temps, puis il y en a deux ou trois dont je vous parlerai plus en détail aujourd'hui, quelques textes fondateurs. Fonction vitale et histoire intérieure de la vie, c'est un de ses premiers textes publiés qui est très husserlien. Apprendre par expérience, comprendre et interpréter en psychanalyse, qui est très intéressant parce que je pense que c'est l'un des premiers textes épistémologiques au sujet de la pratique psychanalytique. Il date de 1926. Puis Forme fondamentale et la connaissance du Dasein humain en 1942. C'est un très gros livre, très très gros livre qui n'est pas encore traduit, qui est en voie de traduction et dont avec Caroline Gros et moi-même nous allons faire la préface, qui va être édité en français, on espère d'ici 2 ans. Mais il est énorme et très savant philosophiquement, très ardu. Et donc il est habituellement cité, vous pouvez en trouver des larges extraits, dans la phénoménologie des psychoses de Tatossian, qui fait partie des références également. 5 cas de schizophrénie ont été écrits entre 1944 et 1953. Ces 5 cas de schizophrénie sont exemplaires du tournant heideggerien qu'aura pris la pensée de Binswanger pour décrire le monde des patients, les projets de monde des patients. Et parmi ces 5 cas de schizophrénie, il y en a un tout à fait exemplaire que peut-être vous lirez dans les années qui viennent, qui s'appelle le cas Suzanne Urban, et dont je vous parlerai un petit peu. Et puis, les derniers ouvrages de sa vie, Mélancolie et manie et Délire, 1964, il est écrit en 1964, Binswanger meurt en 1966. Mélancolie et manie et délire témoignent d'une recherche qui est à la fois heideggerienne et husserlienne. Alors là, j'entre dans des considérations qui peuvent vous sembler tout à fait inutiles, philosophiques et bêtement culturelles, mais c'est très important de comprendre comment ces deux philosophes ont influencé les périodes différentes de la pensée de Binswanger. D'abord Husserl, puis ensuite Heidegger, comme vous le voyez sur ces dessins, puis à nouveau Husserl. Et
cette description en 3 périodes, elle correspond un peu aux ressources philosophiques, à la langue philosophique qu'a rencontré Binswanger au fil de ses lectures, mais aussi sans doute à une démarche qui était une démarche pour essayer de montrer comment le monde psychiatrique, l'expérience que nous faisons du monde, la connaissance que nous pouvons avoir du monde, y compris les connaissances délirantes ou les connaissances au travers de la névrose, au travers de toutes les formes de conscience possibles, sont toujours des modalités de l'être au monde qui sont fondées à la fois dans le langage et dans le corps. Or, cette démarche-là, de fonder l'expérience dans le langage et dans le corps, par rapport à la conscience, la phénoménologie de Husserl, le philosophe Husserl, donne des moyens, des méthodes. On en avait parlé lors du premier cours et on va y revenir un tout petit peu, juste pour se souvenir qu'il y a plusieurs périodes dans ce que Husserl appelle la réduction phénoménologique. Il y a la réduction phénoménologique, la réduction édétique, ce à quoi Jaspers s'était tenu. Et puis, il va y avoir une autre forme de réduction, qui est la réduction transcendantale, qui est une description de la conscience comme une sorte d'organisation qui nous permet de faire l'expérience du monde et qui nous permet de nous approprier le monde. Ce qui est, à proprement parler, transcendantal, c'est ce mouvement du sujet vers le monde et du monde vers le sujet, le monde se donnant au sujet pour composer, entrer dans sa conscience et lui donner le sentiment d'appartenance à soi et d'appartenance du monde. Toutes ces questions-là, chez Husserl, sont discutées dans les idéennes, dans les méditations cartésiennes, dans la crisis, à la fin de sa vie. Ce qui est intéressant là, c'est que le premier Binswanger, dans sa première période, il va s'intéresser aux idéennes 1, aux recherches logiques, aux premières œuvres de Husserl, à la logique transcendantale aussi. Il n'aura pas l'occasion encore de lire les méditations cartésiennes. Il n'aura certainement pas l'occasion de lire la crisis, puisque celle-ci paraît en 1936. En fait, il lit un premier Husserl, et ce premier Husserl lui donne des moyens pour penser l'expérience psychiatrique et l'expérience psychanalytique aussi. De cette première période husserlienne de Binswanger datent 2 articles qui sont très intéressants, que vous pourrez peut-être lire un jour, Fonction vitale et histoire intérieure de la vie, où finalement Binswanger va tourner autour de cette idée que notre biographie est aussi une forme de continuité de l'expérience, que nous avons de cette biographie intérieure une expérience intérieure qui, elle, nous permet de nous confronter à des événements et que cette notion d'événement même, ça fait advenir le sujet lui-même et ça constitue, à proprement parler, l'histoire intérieure de la vie, cet enchaînement des événements vécus, etc. Et donc, cette constitution de l'intime au fil de l'enchaînement des événements vécus. Dans la même série, il y a cet article qui s'appelle « Apprendre par expérience, comprendre et interpréter en psychanalyse », qui fonde un peu sur le même mode l'idée de comment une interprétation est possible en psychanalyse et comment il n'y a pas que de l'interprétation, il y a aussi quelque chose qui va ouvrir à un monde. Et quand on le relit, cet article est toujours très actuel. On peut y trouver de l'inspiration pour comprendre comment fonctionne la psychothérapie et la psychanalyse. Donc je vous le conseille. Il est dans Discours, Parcours et Freud, une collection d'articles qui a été traduite en français. Et puis Heidegger publie Être étant, Sein und Zeit, en 1927. Et l'un de ses premiers lecteurs est Binswanger. Et dès 1928, Binswanger, après la lecture de Sein und Zeit, va devenir essentiellement heideggerien. C'est son tournant heideggerien. Il va citer Heidegger, il va essayer de comprendre, il va l'interpréter, il va réinterpréter les existentiaux qui sont présents dans la pensée de Sein und Zeit pour penser l'expérience psychiatrique, l'expérience psychanalytique. Il va y trouver un moyen de ne pas penser qu'en termes de sujet et d'objet, mais plutôt de penser en termes de monde, de projet de monde, d'être là, Dasein. Et il va
appelé Daseinsanalyse, en s'inspirant de Heidegger, quelque chose qui sera de l'ordre de la compréhension existentielle du monde et des mondes vécus des patients, pour le dire le plus simplement possible. De ces périodes, de cette longue période heideggerienne, entre 1928 grosso modo et 1955, datent des articles et des livres fondamentaux, et aussi ces grands textes que sont les formes fondamentales de la connaissance du Dasein humain, les 5 cas de schizophrénie, dont le cas Suzanne Urban. Il y en a un que je n'ai pas ajouté, mais qui serait bon qui est les 3 formes manquées du Dasein humain, et que je vous citerai tout à l'heure. Et puis, vers 1950-1955, Heidegger ne lui permet pas, au fond, selon lui, de comprendre la conscience intime du temps. Husserl a beaucoup travaillé sur la conscience intime du temps et la constitution corporelle. Ce qui est évident, c'est que Heidegger décrit fort bien le monde vécu, ce qui, entre-temps, a été décrit également par Husserl dans la Crisis, mais il lui manque quelque part le corps, la présence du corps. Chez Heidegger, c'est un peu comme chez Lacan, il y a beaucoup de langage, mais le corps apparaît très très peu. Et c'est sans doute une faille pour décrire le monde vécu des patients, les mondes vécus de patients et psychiatres dans la rencontre thérapeutique. C'est une rencontre qui est quand même intercorporelle. Et au fond, ça c'est assez bien décrit chez Husserl, chez ceux qui l'ont suivi, ça manque chez Heidegger, on verra à quel point. Et il faut donc revenir à Husserl, sans nier l'apport de Heidegger, pour essayer de comprendre à plusieurs échelles du temps, si on peut dire, le monde des patients. Il y a l'échelle de la conscience intime du temps, l'échelle du présent, de l'ici et maintenant, pour laquelle il faut Husserl pour le comprendre, et puis celle du projet du monde, qui est beaucoup plus déployé dans le temps, qui fera référence encore à Heidegger. Et de cette période-là datent 2 de ses principaux ouvrages. Pour un Marseillais, c'est intéressant de voir qu'ils sont traduits par Jean-Michel Azorin et Yves Totoyan. Mélancolie et manie en 1960 et Délire en 1964, qui ont été bien entendu traduits beaucoup plus tard en 1990 et 1991. Cette parenthèse terminée, il vous faut peut-être en ouvrir une autre à propos de ce qui va distinguer Husserl et Freud, y compris dans cette correspondance qu'ils se donnent, mais aussi dans le sens où l'inconscient dans la conscience binswangerienne et l'inconscient dans la conscience freudienne sont 2 choses différentes. Et il faut bien le comprendre pour commencer à appréhender ce que l'on va appeler la Daseinsanalyse, l'analyse binswangerienne, l'analyse existentielle. Dans l'inconscient freudien, il a ce qu'on appelle le refoulement, ce qui fait que quelque chose de l'inconscient est sous nos yeux et on ne le voit pas, on le repousse en arrière, dans les profondeurs de notre conscience, parce que ça nous dérange. C'est gros comme le nez au milieu de la figure et on ne le voit pas. C'est le refoulement, quelque part, qui produit l'inconscient. C'est un processus dynamique. Tandis que dans l'inconscient husserlien, qui est un peu l'inconscient des neurologues, l'inconscient est fait d'une conscience pré-réflexive. La conscience se focalise sur des objets qu'elle vise, mais il y a tout un pan de marge, de choses que l'on ne voit pas parce qu'on ne s'est pas encore fixé dessus, mais il suffit que nous tournions notre regard, que nous essayions d'avoir conscience d'un détail, que nous essayons d'avoir conscience de notre horizon, etc., pour que l'objectif, l'objet de notre conscience et la marge évoluent ensemble, parce que la perception, c'est quelque chose de temporel, mais c'est en fait un inconscient essentiellement perceptif, fait d'une conscience pré-réflexive, qui fait que l'inconscient, c'est ce qu'on ne voit pas dans la marge, mais il suffit de nous tourner nos yeux pour regarder ce qui est dans la marge et on va le voir plus précisément. Et puis, ça crée aussi une autre marge, etc. Ce qui est vrai aussi, c'est que de cette façon-là, cet inconscient husserlien, il est fait d'un horizon, ce qui n'est pas exactement le cas de l'inconscient freudien, qui est
plutôt un processus dynamique fondé sur un modèle un peu langagier, qui entend par exemple le processus de la vérité et de l'oubli comme quelque chose de langagier, qui n'est pas temporel, tandis que le modèle perceptif de l'inconscient husserlien est temporel. Par exemple, vous avez conscience d'un objet, cet ordinateur qui est devant moi, je ne vois pas ce qui est derrière, et quelque part, la table est dans les marges, et ainsi de suite, et puis le sol rouge que je vois légèrement sur le côté est dans les marges. Si je tourne mon regard, je peux observer le sol rouge et voir qu'il y a déjà quelques petits trous dans le sol, et puis aller me tourner vers l'ordinateur, à ce moment-là, vous ne me verrez plus, mais hop, j'aurais vu la face arrière de cet ordinateur. Donc la perception, quelque part, elle est le renouvellement des perspectives et le fait qu'on tourne autour de l'objet, etc., et que pendant ce temps-là, on constitue un horizon, des marges, etc. C'est un modèle à la fois temporel et un modèle de l'horizon. Il y a une profondeur, et cette profondeur, elle fait tout le sens de l'expérience perceptive, de l'intentionnalité, par exemple, qui fait qu'on est tourné vers un objet. Tandis que l'inconscient freudien, lui, il est bien plus orienté en tant que non temporel par quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, par quelque chose qui est l'expression aussi de la libido, du désir, par la dialectique de la pulsion et de l'interdit. C'est dynamique donc. Et cet aspect pulsionnel, on peut penser dans un premier temps qu'il est assez méconnu de l'intentionnalité au sens husserlien. De la même façon, l'intentionnalité husserlienne, elle vaut parce qu'elle est un processus qui nous permet de constituer du sens dans un projet de monde. Mais son caractère pulsionnel est souvent limité à la satisfaction d'un plaisir, d'un besoin. Tandis que le fantasme, l'amour, l'interdit, dans le sens freudien, est quelque chose qui a une dimension beaucoup plus profonde, qui est une dimension du sens et des valeurs. Et cette distinction n'est pas tout à fait stricte. Par exemple, Husserl parlera lui-même d'une intentionnalité pulsionnelle lorsqu'on satisfait un besoin. Mais bon, avec cette intentionnalité pulsionnelle, il va comprendre par exemple pourquoi la bouche sert à manger, mais ça ne permettra pas de faire la distinction entre peut-être le fait de manger et le fait de faire une bise. Il y a une dimension de sens qui lui échappe tant qu'elle ne se porte pas vers une tentative d'étude de l'inconscient dans son sens freudien également. Et c'est ce sur quoi Binswanger va insister. Pour vous donner une illustration de ces questions, nous allons revenir sur un ouvrage classique de Binswanger qui s'appelle Les trois formes du Dasein infortuné et qui, je pense, est un ouvrage exemplaire lorsqu'il s'agit de comprendre le délire ou la perte du contact vital avec la réalité ou la manière d'être un petit peu particulière de ce que des personnes qui passent par la schizophrénie ou par les troubles bipolaires ou par des troubles mentaux expriment à la fois comme difficulté de l'expérience et à la fois comme aspiration, comme idéal. Cet ouvrage, Les trois formes du Dasein infortuné, il va vraiment nous montrer comment il est possible d'étudier et de comprendre l'expérience d'une personne par son style. C'est très intéressant parce que l'œuvre de Binswanger, comme en discuteront certains philosophes, ouvre à une sorte d'esthétique de l'expérience psychiatrique. On va comprendre le monde des personnes qui sont dans le monde psychiatrique et qui en font l'expérience, on va les comprendre sous l'angle du style, sous l'angle de la manière d'être, sous l'angle de la façon dont ils produisent du sens, sous l'angle de la façon dont ils se comportent, sous l'angle de leur style. Et Binswanger, tout particulièrement, va décrire trois formes de ce Dasein infortuné, parce qu'il est touché par la maladie mentale, et il va montrer comment ces trois formes, il n'y a pas que la maladie mentale qui peut les produire, ce sont trois formes anthropologiques. Je veux dire, ce destin-là, cette manière d'être dans le destin, confronté au destin, et à la rencontre de notre expérience de notre destin, de notre vulnérabilité de notre destin,
Cette expérience-là, elle se voit dans des tas d'activités humaines qui ne sont pas forcément des activités psychiatriques ou des comportements psychiatriques. Elles sont humaines, un point c'est tout. Donc ce sont des descriptions de formes anthropologiques du Dasein et de formes anthropologiques de proportions. Elles vont être décrites comme des disproportions anthropologiques. Alors, je vais vous donner un premier exemple. Il y a trois formes du Dasein: la présomption, la distorsion, le maniérisme. Premier exemple que donne Binswanger est celui de la présomption. C'est plus qu'un exemple, c'est la description d'une disproportion anthropologique entre la base de l'expérience et la hauteur de l'idéal. Ça va vous parler tout de suite lorsque vous aurez pensé à certaines personnes qui sont délirantes, ou bien à certaines personnes qui se retrouvent bloquées, enfermées dans leur situation psychotique ou névrotique, et puis qui ne peuvent plus ni avancer ni reculer, et à qui ça donne le vertige, en quelque sorte. Ce vertige de l'angoisse, il naît d'une base de l'expérience peut-être un peu trop faible, ou trop vulnérable, ou pas assez assurée, qui ne permet pas d'atteindre à la personne l'idéal très élevé auquel elle aspire. Et cet idéal très élevé est appelé par Binswanger idéal présomptueux, parce que finalement la personne a le sentiment de ne pas pouvoir l'atteindre. Quand elle l'a atteint, elle ne va pas pouvoir aller plus loin, et comme l'alpiniste ne va pouvoir ni redescendre, ni monter, au pire il va dévisser. Et on a parfois l'impression de ce dévissage lorsque certaines personnes sont confrontées à un idéal bloqué dans leur vie et que elles sont acculées au suicide. Certains suicides s'expliquent au fond par la disproportion entre la base de l'expérience et la hauteur de l'idéal, les capacités de la personne à atteindre cet idéal très élevé et le fait que cet idéal soit si élevé qu'il soit peut-être pas atteignable pour la plupart des êtres humains. C'est parfois un idéal très très haut, trop haut. Un idéal du bien, un idéal du bonheur, un idéal de la santé, idéal de la performance, etc. Le point important là-dedans, c'est que cet idéal est présomptueux parce qu'il est trop élevé par rapport à la capacité de l'expérience. Ces capacités d'expérience, elles sont aussi parfois un petit peu troublées dans les synthèses passives, troublées dans le corps, troublées dans notre capacité finalement à assurer certaines données perceptives, notre conception de nos propres limites, des limites de notre corps, etc. Tout ce qui est risqué, mis en danger par l'expérience de la schizophrénie, va faire que ces bases sont relativement plus étroites que pour beaucoup de personnes, et que donc plus haut sera l'idéal, plus il sera aussi vertigineux et difficile à atteindre. Et donc l'exemple de l'alpiniste, c'est assez typique, c'est l'exemple quelque part de ces personnes qui sont d'une façon accrochées à la paroi, espèrent monter très très haut et abordent une voie originale qui est la leur et ne parviennent pas à l'atteindre. Ça peut être très concrètement dans la vie des personnes que nous rencontrons, un travail, un idéal de travail qui va être impossible d'atteindre, un idéal universitaire, et quand on l'envisage comme ça, souvent les modes de début de la schizophrénie, par exemple, se voient dans des situations où la personne a à choisir entre poursuivre cet idéal et courir le risque de chuter, voire ignorer le risque que l'on peut avoir de chuter, et approfondir la base de son expérience en attendant avec... Pour vous donner un autre exemple tiré du sport, souvent le fait de vouloir monter trop haut, trop vite, vous en avez une certaine image dans par exemple le jeu d'un footballeur qui est très à l'aise, qui a une allure, qui est une sorte d'adaptation totale au monde qui l'entoure. Il ne peine pas, ça paraît aérien. Tandis que celui qui veut monter comme un col, comme le cycliste, il peine sur son vélo, il monte pas à pas, c'est difficile. Là, il n'y a pas de disproportion anthropologique. Mais, par contre, lorsque l'on monte un petit peu comme un footballeur
vers les étoiles, on court le risque de chuter. La distorsion. La distorsion, c'est encore une disproportion anthropologique, c'est le fait que, d'abord, il faut penser qu'un être humain, c'est pas une chose. Le Dasein, c'est pas une chose. Cet être-là, cette présence, c'est pas une chose. C'est pas un outil non plus. C'est un être soi-même, c'est-à-dire un être qui a conscience de ce qu'il peut être, de ce qu'il peut, la valeur qu'il peut avoir, qui a conscience de sa profondeur, qui a conscience que les autres ne sont pas simplement des limites à son action, qu'ils approfondissent le monde, etc., qui ne sont parfois sans limite, qu'on est soi-même parfois sans limite. Or, les personnes qui sont distordues ont plutôt ce sentiment qu'elles sont un petit peu comme des outils, et elles conçoivent les autres un petit peu comme des outils. Au fond, c'est le primat de l'ustensilité, pas de l'être soi-même, qui va gouverner les personnes distorses, qui fait que lorsqu'elles rencontrent quelqu'un, elles rencontrent plutôt sous l'angle de l'objet, sous l'angle de l'outil, de quelque chose d'utile. Par exemple, un acte typique de la distorsion, ce sont tous ces actes un petit peu à côté du contexte, hors contexte, que peuvent faire certaines personnes touchées par la schizophrénie, qui ne voient qu'un aspect très utile d'une chose et pas les autres aspects. Par exemple, ce patient qui était dans un asile suisse et qui, un jour d'été, il faisait très chaud, va à la cantine, prend un steak et se le met sur le front, juste parce qu'il fait froid, parce que le steak est froid. Puis un autre exemple, beaucoup plus parlant encore, qui est choisi par Binswanger pour illustrer ce primat de l'ustensilité, qui est celle du cadeau que fait le jour de Noël à sa fille, qui est atteinte d'un cancer, un père aimant d'une certaine manière, lui offre un cercueil, parce qu'au fond, c'est ce qui va lui être utile. Et il ne pense pas du tout être méchant en offrant ce cercueil cadeau à sa fille, parce qu'il explique, écoute, tu vas avoir besoin de ça. Et évidemment, toute autre personne sera capable de comprendre que c'est quelque chose d'atroce, qui est effroyable d'offrir un tel cadeau, et qu'au fond, le fait qu'il assimile ce don à un outil, la présence de sa fille, à une chose qui peut être uniquement gouvernée par l'ustensilité, c'est poussé jusqu'à l'inconséquence. Lorsque on tient autrui, on se tient soi-même, on tient les choses qu'un humain peut rencontrer uniquement comme des outils, ce primat de l'ustensilité, il est poussé jusqu'à l'inconséquence. Et c'est parfois ce que l'on voit assez quotidiennement dans certaines formes de perte du contact vital avec la réalité, de perte de l'évidence naturelle. Au fond, on a le sentiment que les gens ne sont bons que parce qu'ils sont utiles, par exemple. On peut aussi exprimer sa propre présence en essayant de ne faire que se rendre utile. Cette ustensilité, ça ne définit pas l'être de l'homme en particulier, c'est l'être de l'outil. Cet exemple du cercueil cadeau, n'est pas le seul donné par Binswanger. Il y a quelque chose d'aussi intéressant dans l'analyse de la distorsion, qui est celle qui est l'analyse du langage. Si vous réfléchissez, au fond, souvent, la maladie mentale fait qu'on se présente aux autres comme des personnes qui ne fonctionnent pas tout à fait bien dans la vie quotidienne. Ce sont des obstacles, d'une certaine manière. Ils se présentent un petit peu comme des outils cassés. De ça, nous avons une trace dans le langage. Par exemple, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est marteau, peut-être qu'indirectement, ça renvoie à ce marteau cassé que Binswanger prend en exemple pour nous montrer la fonction d'ustensile de l'ustensilité. Pas Binswanger, pardon, Heidegger, en exemple dans Sein und Zeit, pour montrer ce que c'est que l'ustensilité du point de vue du Dasein. Ou bien on filer un mauvais fil, ou bien en allemand, du spinnst, tu tisses, comme une araignée qui tisse sa toile. Tous ces actes renvoient à l'ustensilité pure. Quelqu'un qui est malade se rabaisse quelque part des choix de la présence humaine à la présence comme ustensile, comme outil. Évidemment, on pourrait voir ça sous l'angle de l'obstacle à être soi-même,
mais c'est peut-être plus profond que ça. On peut, quelque part, assimiler son être soi à un être outil, et ce n'est pas toujours non plus faux. Parfois, c'est une place que l'on a trouvée dans le monde, quelque part parce qu'elle nous était aussi donnée, prédestinée. Et enfin, troisième forme du Dasein infortuné, c'est le maniérisme, c'est la disproportion entre être soi et être on. Alors là, Binswanger va faire une longue étude du maniérisme, il y a une cinquantaine de pages, autant que je me souvienne, c'est long, fourni, et il va passer par l'étude du maniérisme comme style esthétique, comme style en peinture. Si vous voyez la toile d'Archibald qui est représentée ici, c'est un exemple typique du maniérisme baroque peut-être, mais du maniérisme. Ce que vous pouvez voir, c'est que ce portrait est construit avec l'aide de légumes et de fruits, certes, mais il a tendance à expulser la figure autour de la toile, vers la périphérie. On a l'impression qu'il y a plus de sens dans la périphérie que dans le centre. Et d'ailleurs, il est composé de choses, d'objets, de légumes. Ce ne sont pas des choses, mais là, ça a la forme de l'objet. Il est composé d'objets multiples qui sont mis ensemble et qui sont donc, quelque part, donnés toujours de l'extérieur. Cette forme d'être qui est donnée de l'extérieur, comme l'image que l'on peut avoir de soi, de reflet de soi par exemple, c'est un exemple typique du maniérisme. Le maniérisme, c'est chercher à s'élever en prenant appui sur le fait d'être comme tout le monde, d'être on, d'être conforme à un modèle. C'est la répétition illusoire d'un reflet de soi, ça conduit au vide. Et nous avons souvent croisé des personnes en psychiatrie, beaucoup moins maintenant parce que les gens sont soignés ou guérissent des maladies mentales, et l'un des premiers signes finalement d'une certaine capacité à être soi-même, c'est de sortir de ce modèle auquel on se conforme, mais on n'y arrive pas toujours. Et c'est parfois la dernière chose qui reste, un petit peu comme si la personne qui était frappée par une maladie mentale avait pour but de se construire elle-même, de se construire ses propres fondements en essayant de se représenter un reflet de soi, un être rond, un rôle auquel on s'identifie. Une personne s'identifiera par exemple à l'habitus du philosophe et puis se baladera en costume de velours côtelé et pieds nus avec des tongs, etc. Et puis grand chapeau et aura une attitude qui sera celle de l'artiste ou du philosophe ou du docteur. On voit ces personnes qui sont conformes à des modèles et elles se sentent souvent vides à l'intérieur, et s'ils ne se sentent pas vides à l'intérieur, parfois elles donnent à la personne qu'elles rencontrent le sentiment que à l'intérieur, il manque quelque chose de la construction intime du soi. C'est ça le maniérisme. Une disproportion entre être soi et être on. Donc, vous voyez que sous une apparence très philosophique et dans une conception très philosophique de l'esthétique psychiatrique, on retrouve des choses très concrètes dans la pensée de Binswanger et des choses qui nous parlent par rapport à notre expérience quotidienne. Prenons l'exemple du cas Suzanne Urban. Alors, c'est l'exemple le plus paradigmatique des 5 cas de schizophrénie qu'a étudié Binswanger entre les années 45 et 55. Et c'est un exemple assez typique de sa période heideggerienne. Sauf que il sera obligé d'ajouter un certain nombre de notions à la pensée heideggerienne qui feront de lui à la fois un authentique thérapeute et sans doute un authentique philosophe. Alors, qui est Suzanne Urban? D'abord, il va essayer de décrire la présence de Suzanne Urban. Suzanne Urban n'est pas décrite comme une personne ou une personnalité, c'est plutôt une présence humaine. Et d'ailleurs, Urban, c'est l'anagramme de Braun, un nom très commun dans les langues germaniques. Suzanne Urban, Braun, donc, elle est assez typiquement une personne qui a été très solidaire de l'amour qu'elle vouait à sa famille. Elle vouait un culte idolâtre, c'est les mots qu'il emploie, à ses parents. Tant et si bien que
pour ne pas devenir une vieille fille, c'est dit comme ça dans le texte de Binswanger, elle va s'unir assez tôt, malgré tout, avec un cousin. Et donc, elle va s'allier à ce cousin euh, avec une conception de l'amour qui est plus proche de la solidarité que de la réciprocité ou de la passion, et poursuivre comme ça, comme projet du monde, ce culte idolâtre à ses parents, et ce culte de l'amour solidaire et de la solidarité familiale. Et ce qui va se passer dans sa vie, c'est un événement déclenchant, quelque chose qui va déclencher chez elle de l'effroi, c'est le fait que son mari et elle vont apprendre que le mari, en fait ça lui est caché, a un cancer de la vessie. Il y a une scène comme ça chez l'urologue, ce qu'il appelle une protoscène, c'est l'événement déclenchant, où l'urologue, regardant Suzanne Urban, lui exprime que c'est foutu, quoi, en gros, que c'est un cancer. Il fait une effroyable pantomime, et cette effroyable pantomime va montrer que le monde stable, solidaire, fondé sur l'amour que fondait Suzanne Urban, risque de s'effondrer. Il y a donc l'apparition d'un thème principal sous le thème du cancer, c'est le thème de la terreur. Et à partir de ce moment-là, une fois que ce thème lui est donné à son expérience, la terreur va petit à petit dominer le monde et elle va faire un idéal, elle va former un idéal présomptueux qui est de sauver son mari. Elle va tout faire pour sauver son mari, elle va se faire son infirmière, elle va lui préparer des petits plats adaptés, elle va le soigner, elle va le panser, elle va le border, elle s'occupera de lui comme d'un malade, une infirmière idéale, etc. C'est un idéal présomptueux qui évidemment ne sauvera pas le mari, mais qui sera peut-être bon. Parfois c'est un peu excessif quand même ce genre d'entourage très présomptueux, mais quand même. Et petit à petit, devant la possibilité de l'échec, elle va détacher ce thème, malgré elle, de cette proto-scène, et la terreur va être partout. Elle va, ce qu'appelle Binswanger là, d'un mot, atmosphérisation, elle va développer, voire partout, s'épandre ce thème de la terreur. Le monde tout entier va devenir terrifiant. Et cette atmosphérisation du thème, ça décrit un petit peu le délire quand il se produit, le délire à ses débuts. Au fond, les bouffées délirantes, les comment on appelle ça, les moments processuels des délires sont des moments où le délire domine par son thème et où il colore l'atmosphère du monde par son thème. C'est une atmosphérisation du thème. Et de cette façon-là, dans une phase ultérieure, le thème va se modeler petit à petit dans une fable délirante. Il va y avoir une pluralisation des persécuteurs, il va y avoir des persécuteurs de partout, etc. Et ça correspondra à l'expansion du thème et au fait que le thème gouvernera l'expérience tout entière. Ainsi, le thème est prescrit au Dasein avec la situation de départ, puis il s'atmosphérise, et puis ensuite la personne ne peut plus être soit que soumise à ce thème, et en même temps elle est quelque part libérée par cette domination du thème de ses valeurs. Ce qui sera très étonnant dans le cas de Suzanne Urban, c'est que finalement, lorsqu'elle est hospitalisée, elle se balade nue dans les couloirs, elle est très, très folle, elle se masturbe dans la baignoire, sous le regard d'autrui, elle n'a plus aucune limite, parce que la seule chose qui compte, c'est le thème, et finalement, quelque part, ça la libère aussi du fait de satisfaire ses pulsions, même les plus cachées. Il n'y a pas d'inconscient possible dans le délire. Il n'y a pas une profondeur de l'inconscient, mais il n'y a pas non plus à ce moment-là une profondeur des valeurs. Tout est objet. Et donc, cette autonomisation du thème de la terreur, qui a été décrite par Binswanger dans le cas Suzanne Urban, ça sera repris par d'autres phénoménologues, et c'est quelque chose qui nous permettra d'expliquer très souvent la continuité du délire, sa persistance, le fait qu'il puisse se modifier un tout petit peu à certains moments, mais qu'il reste inébranlable, parce qu'il est un peu comme un cancer, il n'y a plus rien pour le contrôler, c'est lui qui nous contrôle. Et ça sera développé tout particulièrement, c'est notre dernière
parenthèse, ou peut-être l'avant-dernière, je ne sais plus, par Blankenburg. Wolfgang Blankenburg, c'est un continuateur de l'expérience de Binswanger. On en reparlera parce qu'il aura droit lui aussi à un cours complet, mais il est continuateur dans le sens où il va vraiment faire de la Daseinsanalyse, à la fois inspirée par Husserl, par Heidegger, par d'autres, par Schutz, par Merleau-Ponty, et il est surtout connu pour son livre sur la perte de l'évidence naturelle, dont on vous a peut-être déjà parlé, sur lequel nous reviendrons. Ici, c'est autre chose. Je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler de la façon dont Binswanger a continué l'œuvre, a vu son œuvre continuer dans l'œuvre de Blankenburg au travers de la description que Blankenburg a faite du délire. Le passage de l'expérience naturelle à l'expérience délirante, de la vie de tous les jours à la réalité délirante. Ça se fait finalement entre deux types différents d'organisation transcendantale. Le temps, l'espace ne sont pas les mêmes dans la réalité de tous les jours et dans la réalité propre au délire. Et ces organisations transcendantales qui définissent le rapport à soi et le rapport au monde du Dasein, le rapport entre soi et le monde, le rapport d'ouverture mutuelle entre moi et les autres, moi et le monde, qui fait la profondeur du monde, ce rapport est abîmé dans l'organisation transcendantale du délire. Le délire est vécu sans profondeur. Tout se passe comme si c'était que des objets devant nous. Des objets devant nous, c'est comme ça que va décrire aussi ce monde délirant le philosophe Maldinet, qui reprendra Binswanger, qui était un de ses amis. L'autonomisation du thème en délire va faire que le délire, du fait de cette absence de profondeur, aussi du type même d'organisation transcendantale, ne plus se mettre au service de l'expérience du sujet, mais au contraire soumettre l'expérience du sujet à sa tyrannie, et dès l'instant où il devient tyrannique, on ne peut plus se servir de cette expérience délirante pour comprendre le monde, de cette expérience pour comprendre le monde. L'expérience délirante se donne comme une, sans profondeur, inaccessible à la controverse, etc. Blankenburg montre aussi que le thème est donné à l'être humain par sa biographie comme une sorte de tâche à assumer. Et ça, on le voit très souvent dans la biographie de nos patients. On a l'impression qu'à un certain moment, quelque chose qui a manqué, quelque chose qui a posé problème, quelque chose qui, dans l'expérience, a fait une sorte de tâche aveugle, une crypte, quelque chose de caché, une caverne, doit être développé sous l'angle délirant. C'est comme ça que les patients développent des délires de filiation, des délires de persécution, des délires. Les thèmes, en fait, à un certain moment, sont donnés par la biographie au Dasein, à l'expérience. Blankenburg va le dire assez clairement, comme est donné à l'écolier au devoir, au peintre son sujet, au penseur un problème. Et je crois que ça doit nous parler. Et vous pourrez l'évoquer, je crois, tout au long de votre vie de psychiatre, lorsque vous chercherez à comprendre comment un délire, ce délire-là, a pu germer dans la vie de quelqu'un. Vous voyez que Blankenburg, dans son habitus lui-même, il a quelque chose de Dostoïevski dans cette photo, il est habité et angoissé à la fois. C'est quelqu'un qui, je pense, a su comprendre le délire de l'intérieur. En tout cas, a su comprendre que l'expérience naturelle n'était probablement pas la seule réalité dans laquelle nous avons à vivre. À côté de ces continuateurs, dont je vous ai donné un exemple en Blankenburg, mais le Marseillais Tatosian était un continuateur de Binswanger, existent des opposants à la Daseinsanalyse telle que la conçoit Binswanger, parce que, pour ces opposants, la Daseinsanalyse n'est pas un mode de description de l'expérience psychiatrique, ni une forme d'approfondissement de la psychanalyse. La Daseinsanalyse est une forme de psychothérapie qui, quelque part, réfute l'hypothèse freudienne de l'inconscient, c'est en cela qu'il s'oppose très clairement à Binswanger, et qui considère que l'inconscient et le Dasein, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas d'inconscient du Dasein, comme il y aurait un inconscient par rapport à la conscience. En fait, le Dasein se laisse lire comme un monde, et cette question de cette lecture du monde que peut produire la Daseinsanalyse est
qui peut être utile dans la psychothérapie, va être développé par les analystes du type de Medard Boss, qui était aussi un psychiatre suisse, qui n'a pas fait œuvre philosophique, qui a très souvent cité Heidegger sans forcément le comprendre tout à fait justement d'un point de vue philosophique, et qui semble s'être souvent défendu, sans doute un peu malgré lui, contre la conception freudienne de l'inconscient, au travers de sa conception. Medard Boss, il a eu aussi ce très grand mérite d'inviter Heidegger à Zolikon, chez lui, dans sa clinique, et pour parler avec un psychiatre. Et les seuls chapitres de l'histoire phénoménologique qui ont été écrits sur l'interface entre la pensée heideggerienne et la psychanalyse, ou la pensée heideggerienne et l'expérience psychiatrique, ce sont ces séminaires de Zolikon, où Heidegger était présent avec Boss, devant quelques philosophes et quelques psychiatres, et il parlait du corps et de la chair. C'est le seul endroit où Heidegger a parlé du corps. C'est plutôt quelqu'un qui a fait œuvre essentiellement pour penser le Dasein à partir du langage. Le corps a été très peu pensé, ce qui expliquait le tournant heideggerien, puis husserlien à nouveau de Binswanger. Il manquait le corps. Il manquait peut-être aussi l'amour. Je n'ai pas mentionné dans ce PowerPoint tout un chapitre de référence quant à la question de l'amour par rapport à la question de l'angoisse. On y reviendra dans un autre chapitre de ce cours sur la phénoménologie, où j'essaierai de vous parler de la Daseinsanalyse comme thérapeutique, proche de la psychanalyse. Mais ça sera encore un objet de notre cours, et ce serait trop long aujourd'hui, vous devez être fatigué, moi aussi. Citons quelques références, parmi les plus compréhensibles et peut-être les plus enrichissantes au tout début, dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Vous pouvez lire quelques ouvrages de Binswanger, des recueils d'articles comme Discours, Parcours et Freud ou Introduction à l'analyse existentielle, qui avaient été édités sous l'impulsion de Pierre Fédida, qui était aussi un élève psychologue, psychanalyste direct de Binswanger. Le cas Suzanne Urban de Binswanger que je vous ai cité, qui est emblématique de la pensée analytique et de la période heideggerienne de Binswanger. L'ouvrage Délire, où on voit Binswanger revenir à Husserl pour décrire le délire dans son rapport à la conscience intime du temps et à la perception. Montrer comment le délire ne suit pas le fil que donne à l'expérience naturelle le fil des choses, comment il donc une organisation transcendantale d'un genre autre, une temporalité, une spatialité différente, donc une perception différente, et notamment une temporalité différente. Le livre de Caroline Gros, Ludwig Binswanger, c'est en fait une biographie philosophique de Ludwig Binswanger, qui vous permettra de comprendre également la profondeur philosophique de Caroline Gros, c'est une philosophe et une psychanalyste, la profondeur philosophique de l'œuvre de Binswanger, et puis enfin l'incontournable phénoménologie des psychoses d'Arthur Tatossian, qui était notre maître Jean-Michel Azorin, à Dominique Pringuet, à moi, et qui, dans sa phénoménologie des psychoses, qui était parue en 1979, faisait quasiment l'inventaire de tous les textes de phénoménologie écrits en allemand, en espagnol, en italien, en français, en anglais, disponibles dans les années 70, qui permettaient de comprendre les psychoses. Et là-dedans, on y lit beaucoup de Binswanger. Je pense que c'était un des psychiatres les plus proches de Binswanger, bien qu'il ne l'ait pas lui-même connu. C'est ici que je m'arrêterai, et j'espère ne pas vous avoir épuisé. Merci et à bientôt.